Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de la vidéo d'aujourd'hui, l'analyse technique du jour, également le point sur les trades haussiers engagés ou baissiers pour ceux qui les ont entrepris, et également la mise à l'épreuve de la figure d'élargissement que je vous expliquais hier. On va faire un petit détour dans le temps pour voir si c'est fiable. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, la séance du jour a été intéressante en ce sens que les statistiques majeures, enfin la statistique majeure que l'on attendait est tombée. Elle provient de Chine. En fait, elle a été produite dans la nuit. Et l'idée, c'est que l'indice de l'activité chinois repasse au-dessus de 50. Alors, après un effondrement au mois de février, l'activité reprend. Alors, le fait que l'on repasse au-dessus de 50 ne veut pas dire que l'on retrouve les niveaux d'activité d'avant la crise. Ça veut simplement dire qu'on est repassé en expansion, alors que si on était resté en dessous de 50, on était toujours en contraction. Donc, ça veut dire que ça reprend doucement. Alors ça a été bien accueilli, mais en même temps, beaucoup d'analystes se demandent quel crédit on peut apporter aux statistiques chinoises quand on connaît déjà les statistiques de mortalité dont on sait maintenant qu'elles étaient très probablement biaisées de la part des autorités chinoises. Bref, c'est bien, mais des ombres subsistent. En tout cas, le marché parisien s'en est satisfait avec une progression de 0,4% qui nous permet de valider le scénario d'une figure d'élargissement ici. Alors, la figure d'élargissement est une figure assez fréquente en chartisme. L'avantage de cette figure, c'est qu'elle elle se retrouve assez souvent et elle est assez fiable puisque on sort généralement dans le sens inverse de l'évolution des cours. Clairement, une figure d'élargissement, c'est deux obliques ascendantes, mais qui divergent. Ok, et une figure d'élargissement descendante, eh bien toutes les deux descendent et divergent aussi. Et donc ça descend, ça casse dans le sens inverse de la progression. Clairement, ça devrait normalement casser comme ça. Alors j'ai repéré pour vous quelques figures d'élargissement. Vous voyez, là c'était une figure d'élargissement descendante et naturellement on a cassé par le haut. Une autre figure d'élargissement descendante, on a cassé par le haut. Une troisième figure d'élargissement cassée par le haut. Et puis toute une série de figures d'élargissement qui ont toutes été cassées par le haut avec une fausse cassure ici. D'ailleurs, rien ne fonctionne à 100%, hein, tout n'est qu'une question de statistiques. J'ai eu du mal à trouver des figures d'élargissement ascendantes, hein, puisque c'est celle qui nous intéresse. On en a une ici, regardez, avec des résultats assez médiocres, puisque oui, la cassure a eu lieu vers le bas, mais par contre, ça s'est avéré être un effet très mesuré, hein, puisqu'on est remonté assez rapidement. Les figures d'élargissement descendantes sont plus fréquentes. Hein. Alors, l'idée ici, c'est de, remarquer que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Donc, si vous avez envie d'essayer d'anticiper l'évolution du marché, il faut vous préparer à ce que la cassure entraîne un mouvement baissier plutôt que haussier. Maintenant, tant que la figure tient, il n'y a pas de raison d'anticiper l'imminence d'une cassure vers le bas. Pour l'instant, on a rebondi assez franchement. On peut très bien envisager de remonter et de casser par le bas. Alors, si vous voulez entreprendre un scénario baissier, alors je répète pour les nouveaux parce qu'il y a toujours des nouveaux sur le blog, beaucoup d'intermédiaires bancaires ne permettent pas, hein, ne commercialisent pas les outils qui permettent de spéculer à la baisse, mais enfin bon, il y en a qui l'autorisent. L'idée ici, c'est si on anticipe la cassure, ok, c'est de mettre un stop assez conservateur parce qu'on peut tout à fait faire une nouvelle rotation. Donc par exemple, si on met un stop à 5% et qu'on anticipe une cassure vers le bas, il faudra à un moment ou à un autre quand même faire au moins 5% pour que ce soit intéressant. Lorsque la figure sera cassée, je vous expliquerai comment fixer des objectifs. Hein. Ceux qui sont pressés peuvent aller regarder directement dans le pack tout Trado. Mais voilà, avoir un objectif de 5% serait assez minimaliste, hein, dans le cas d'une cassure à la baisse. Le problème, c'est qu'on anticipe une cassure. La deuxième façon de faire est d'attendre que l'on casse et à ce moment-là, spéculer à la baisse. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, le stop, il doit être plus grand en pourcentage, hein, pour se mettre à l'abri. Et donc, ça implique un objectif baissier tout aussi grand. Hein. On reviendra sur ça lorsque ça se produit, si ça se produit. En tout cas, il y a également la possibilité, hein, pourquoi pas,
de continuer à trader à la hausse, mais j'en parlerai tout à l'heure avec les éléments purement techniques. Pour l'instant, je vous rappelle qu'on avait initié, enfin mon trade il court toujours, hein. Je vous rappelle que j'avais entrepris un trade il y a 2 semaines et il court toujours. Une partie résiduelle de mon trade court toujours, hein. C'était le setup, réintégration des bandes de Bollinger, M7, M20. Moi l'objectif que j'ai et qui explique pourquoi j'ai pas pris 100% de mes profits, mais uniquement la majorité de mes profits, c'est que j'attends toujours que l'on revienne sur les 32,8% de Fibonacci. Souvenez-vous, hein, je ne peux pas tout répéter parce qu'il y en a qui sont là par contre depuis des semaines et ils n'ont pas forcément envie d'entendre toujours la même chose, mais voilà. On n'est pas allé chercher, on a fait ensemble l'étude, on a vu que statistiquement, lorsqu'il y avait un rebond technique, on allait chercher 32,8%. C'est pour ça que j'ai pris une partie de mes bénéfices, mais que j'ai pas pris la totalité de mes bénéfices. Une petite partie court encore pour aller chercher 38,2%. Mais pour ceux qui sont rentrés sur le setup 1, 2, 3 que j'ai déjà mentionné, vous pouvez éventuellement craindre une rechute, et notamment à cause des indices américains qui se sont cassés la figure là au moment où je parle avec 1,7%. Alors le stop, j'ai déjà expliqué hier le stop glissant, le stop, le trailing stop ou stop glissant à la hausse, ici il est toujours pour l'instant là, si on respecte la méthode. Ok, on ne pourra le faire évoluer vers le haut, notamment ici, uniquement lorsque l'on aura fait un nouveau plus haut. Hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, nous avons la possibilité, on va voir ça tout de suite, de mettre un stop loss en dessous de la M7. Ici, c'est un truc qui se fait assez souvent. Je vous invite à le backtester. Oui, mais lorsque l'on passe au-dessus de la M7 et que la M7 devient croissante, eh bien, on peut mettre le stop loss en cas de clôture en dessous de la M7. C'est-à-dire que si les cours sont passés au-dessus de la M7 comme c'est le cas ici et qu'ils devaient clôturer en dessous de la M7, on clorait le trade. Ce qui m'amène justement au trade haussier possible. On peut tout à fait surfer une M7. Okay, ça veut dire vous mettez un stop loss en cas de clôture en dessous de la M7. Alors, je ne sais pas, par exemple, le mettre à moins 4% et vous espérez qu'on fera au moins 4% à la hausse. C'est tout à fait envisageable. Je vous montre un exemple de ce qu'on aurait pu faire sur la précédente vague de hausse. Voilà, c'était là par exemple. Vous voyez. On est passé en dessous de la M7. Une fois qu'on avait reconquis la M7, on se disait bon ben j'achète et je ne sortirai de mon trade que lorsque l'on clôturera en dessous de la M7, ce qui s'est produit là. Le problème c'est pas de gagner de l'argent, le problème c'est d'avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Parce que vous voyez sur cet exemple précis, okay, imaginons que vous aviez acheté ici et que vous mettiez un stop en cas de clôture en dessous de la M7, on va dire à moins 1,3%, il fallait faire au moins 1,3%, ce qui a été fait. Okay, mais au moment où on est sorti, voilà, on n'était plus qu'à 1,8. Bon, ça va, c'était assez rentable, hein, mais voilà, c'est compliqué. Il ne suffit pas de savoir où vont les cours grâce à l'analyse technique. Pour trader, ensuite, il faut un ratio gain-risque intéressant. Nous avons les autres éléments. Ah oui, alors, justement, là, c'est très important. Regardez ça. On est venu passer et clôturer au-dessus de la M20. Alors, c'est pas vraiment significatif en ce sens que on finit vraiment quasiment sur le fil. J'aurais préféré une belle bougie verte, fière, dominatrice, et une clôture bien au-dessus. Bon, c'est un peu une clôture petit bras, ça. Mais l'essentiel est fait, on a reconquis la M20. Et cette M20 avait n'avait pas fait l'objet d'une clôture au-dessus depuis le 21 février. Donc on ne va pas non plus bouder notre plaisir. Moi, le plus important, c'est de suivre avec vous la suite du balai M7 M20. Moi, j'aimerais vraiment que la M7 croise la M20 à la hausse, mais il y a le danger d'un non-croisement baissier, c'est la M7 qui repartirait vers le bas, ok, et comme ça, hein, sans avoir croisé la M20 à la hausse, ça serait très très mauvais. On reviendra sur ça le cas échéant, avec un examen de ce qui s'est passé précédemment. Nous avons donc les éléments purement techniques maintenant à envisager. Et les indicateurs techniques montrent que, bon, c'est pas mal, on va dire, hein, puisque vous avez toujours le CCI qui a donné son signal haussier là. Vous avez le stochastique qui a donné son signal ici. Le MACD 0 qui a donné également là. La diffusion aux indicateurs techniques lents s'est produite pour le MACD, c'était ici.
Et pour le momentum qui a basculé positif, c'était hier. Par contre, le RSI est toujours en dessous de 50. Mais ce qui m'intéresse en l'occurrence, là, ce sont les volumes qui sont, depuis qu'on rebondit, de plus en plus faibles. Autrement dit, il y a un loup, ou du moins, il n'y a pas de conviction dans cette hausse, puisque les volumes restent quand même extrêmement mesurés. On va terminer avec l'Ichimoku, qui est toujours baissier sur le fond, puisque vous avez les cours qui sont en dessous du nuage. Vous avez également la Kijun qui est descendante. Alors les traders baissiers Ichimoku attendent un échec sur la Kijun, où ils attendent que l'on repasse en dessous de la Tenkan pour shorter sans doute. En tout cas, c'est ce que je ferai en tant que trader Ichimoku. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vais terminer simplement en vous montrant le graphe hebdomadaire. Regardez le graphe hebdomadaire. Vous voyez, on a une zone de résistance ici. Pour moi, c'est la zone dangereuse à surveiller dans les médias. C'était un support, ça a été cassé, ça a changé de polarité. C'est sur ces niveaux-là, normalement, que les traders baissiers devraient tirer à vue, pour ceux qui peuvent trader baissier à la baisse. Donc, il faut faire attention, mais il reste un petit peu de marge. On ne sait pas, on verra. Excellente journée, je vous invite à regarder la vidéo à la fin de cette vidéo pour vous familiariser avec éventuellement l'or, si vous le désirez, et également une analyse à venir dans le courant de la journée. Voilà, à demain pour la mise à jour.